Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Pour ce 4e épisode de Destin inattendu, je suis toujours avec Mady Pierret, une jeune fille de 92 ans à la maison de retraite de Clenay, et qui nous a raconté déjà beaucoup de choses sur son enfance, qui n'a pas été toujours très sage. Tout ce qu'elle a fait après dans la trentaine avec, par exemple, Toutankhamon. Et aujourd'hui, dans les années 70, Mady est à l'OSCR, l'Office social et culturel rennais, qui fédère toutes les associations. Mais ça suffisait pas à Mady de simplement faire de l'administratif pour les associations. Elle a inventé beaucoup de choses. Et j'aimerais, pour les auditeurs de Radio Laser, qui est une radio associative, qu'elle nous raconte un petit peu comment elle a fait et pourquoi elle est devenue un petit peu une pirate avec une radio. Dans quelles années? C'était pas vraiment professionnellement que j'ai fait de la radio. Mais comme j'aimais bien faire des broderies sur le canevas, j'appelais ça comme ça, en fait, j'étais directrice du Festival de la chanson qui avait remplacé en 77, avec la nouvelle municipalité à Rennes, ça avait remplacé le Corso Fleury organisé par l'association du commerce. Et donc, c'était Martial Gabillard, dont la promenade est inaugurée ces jours-ci d'ailleurs, qui avait eu l'idée, mais il l'a eu que pendant un temps, puisqu'il a supprimé le Festival de la chanson au profit d'un de ses copains qui était au PS comme lui. Déjà à l'époque. Au bout de plusieurs années quand même. Donc j'étais directrice, moi, du Festival de la chanson, qui était une expérience assez intéressante aussi, puisque sur une semaine à peu près, 10 jours maxi, on faisait venir des chanteurs que les gens choisissaient eux-mêmes. Et c'était des chanteurs connus, certains, mais aussi des chanteurs bretons qui chantaient pas forcément en breton, mais en français, car ça se passait dans 90 endroits. Donc c'était quand même une drôle d'organisation. Et donc dans ce cadre-là, on voulait évidemment avoir de la communication, comme on disait à cette époque-là. Et on était servi par FR3, qui ne s'appelait pas FR3 à l'époque, c'était l'ORTF encore, je crois. Et on avait comme intermédiaire un monsieur qui est mort maintenant, et qui était très connu, et qui s'appelait André-Georges Hamon, et qui était beaucoup du côté des chanteurs bretons. Donc c'était lui qui squeezait, si je peux me permettre de dire un terme pas très correct, l'ORTF au profit de ces chanteurs bretons. Or, il y avait quand même d'autres chanteurs que les chanteurs bretons. J'avais rien contre eux, mais faut pas exagérer non plus, quoi. Donc, on s'est dit, comment faire? On était dans les années 78, 79, quoi. Il faut qu'on fasse nous-mêmes une radio. Point. C'est comme ça qu'est née l'idée de faire une radio, qui était forcément une idée pirate, puisque à l'époque, il n'y avait pas de radio officielle. Et comment ça s'est passé? Parce que créer une radio comme ça, comment On peut pas dire que ça s'est mal passé, ça s'est bien passé. On a trouvé du matériel, on était en cheville aussi avec ceux de Nantes, je me rappelle plus leur nom, qui, eux, fonctionnaient déjà depuis un bon moment. Et donc, ils avaient du matériel plus performant que ce qu'on pouvait avoir, nous. J'avais du matériel également de la CEMAB, il y en avait du matériel de l'ORTF, puisque on avait un des journalistes qui faisait partie de notre pas association, elle n'était pas encore associée. On peut dire radio pirate. Oui, radio pirate, c'est ça. Donc, avait apporté avec lui du matériel, et ça se passait dans la chambre chez moi, au 16e étage du Colombier. Et comment ça se passe pour piquer une onde? Comment on fait ça pour avoir une onde à cette époque-là? Pour avoir accès? On s'agréait à soi-même, tout simplement. C'était facile. Et puis, c'est pour ça qu'on avait besoin des conseils de ceux qui fonctionnaient déjà avant nous, quoi. Donc, ça a marché.
On a constitué notre petite équipe de jeunes qui forcément étaient ravides de bouffer du micro, comme je dis toujours. Et c'est pas méchant ce que je dis, hein, attention. Et voilà, donc on avait notre radio qui fonctionnait, pas tout à fait 24 heures sur 24 quand même, c'était je sais plus à partir de quelle heure le matin, ça devait être 6 heures ou 7 heures, quelque chose comme ça, jusqu'à minuit. Et ça veut dire que ceux qui venaient faire des émissions venaient dans ta chambre alors? J'allais dormir dans ma chambre quand la radio ne fonctionnait plus. Mais on enregistrait dans ta chambre? Hein? Les gens enregistraient dans ta chambre? Ça partait de là, au 16e étage de Colombier, au-dessus de Columbia qui n'existait pas à l'époque. Donc voilà, et ça s'est très bien passé, avec toute une équipe de jeunes qui faisaient des roulements. Il y avait comme responsable 2 personnes. Il y avait d'abord le gars de Nantes, de la radio de Nantes, qui venait pour techniquement voir comment ça se passait. Et puis on avait quelqu'un que je nommerai pas, qui était lui-même journaliste à l'ORTF. Et pourquoi tu veux pas le nommer? D'abord parce que je pourrais, parce qu'il est mort maintenant. Mais enfin, ça m'embête. Oui, je comprends. Donc cette radio pirate est devenue une radio tout à fait officielle ensuite? Alors, ce qui s'est passé, c'est que la radio pirate, parce qu'elle était vraiment pirate, a fonctionné pendant une semaine et on savait qu'on aurait les flics sur le dos parce que c'était pas autorisé à cette époque-là. Mais ça nous amusait. Et ça nous a tellement amusés et amusé les flics aussi qu'on a commencé à émettre le samedi et on a fonctionné jusqu'au vendredi après-midi suivant. Et là, j'étais dans mon bureau à l'office à m'occuper des programmes du soir et tout d'un coup on entendait crac, crac, crac. Et mon copain m'a dit « T'entends? Les flics sont chez toi !» Bah oui, c'était prévu, hein. Donc voilà. Et alors du coup, il a fallu fermer? Comment ça avec les flics, comment? On n'a pas fermé, c'est qu'ils nous ont arraché les fils, tout le bazar. Ils ont confisqué tout le matériel, y compris le mien, propre. J'avais pas grand-chose, moi, j'avais que ma chaîne, mais quand même, ils l'ont pris. Puis ils ont pris tout le matériel. Et ça m'embêtait parce que il y avait du matériel de l'ORTF, il y avait du matériel de la CEMAB. Oui. Ah oui. Et d'autres organismes du même type. Et ensuite, il y a quand même eu une autre radio, du coup, qui n'était plus pirate grâce à Mitterrand. Bien après. Ben, pas bien après, 81. Dès que ça a été autorisé, on a ouvert, avec la même équipe qui était venue faire la radio pirate, on a ouvert Radio Vilaine. Voilà. Et là, vous aviez un local, je me souviens, à Villejean. Loué, oui, ben, fallait faire les choses correctement. On voulait un studio, on avait loué le dernier étage je sais plus comment ça s'appelle, la Banane, à Bourg-l'Évêque. Oui, qui est au bout, à droite, en haut. Et c'était notre studio. Et là, l'idée de cette Radio Vilaine était de donner la parole aux Rennais. C'était quoi un peu le fil conducteur? De Radio Vilaine, c'était de donner la parole à tous ceux qui ne l'ont pas. Donc il y avait déjà des catégories de gens comme des Arabes, par exemple, des Portugais, des Espagnols, et puis d'autres. Un peu de Noirs, mais il y en avait encore pas beaucoup. Il y avait des Chinois, mais ils étaient étudiants, donc il y a la possibilité par l'université. Enfin, c'était de donner la parole, alors, aux gens de blancs de Rennes, qui ne sont pas non plus très bien parlants et bien écoutés. Donc, les filles de la SPLI, par exemple, qui avaient fait la grève. Ça, c'est un exemple. Et puis donc, toutes les catégories socio-professionnelles à qui on donne jamais la parole, quoi. Je me souviens d'une émission à laquelle j'avais participé d'ailleurs, où tu donnais la parole à des femmes en prison. Oui. Ben oui, les femmes en prison, les hommes en prison aussi. Enfin, ça a été davantage les femmes parce qu'on a la centrale ici à Rennes. Et puis qu'elles avaient monté un journal intérieur
Les cités d'El, je crois que c'est comme... Oui, les cités d'El, tout à fait. Je me souviens de ça. Donc, bon, forcément, ils avaient le droit à la parole aussi. Donc, c'était intéressant, je trouvais. Et ça a duré assez longtemps, Radio Vilaine. Oui, ça a duré longtemps. Je ne sais plus combien d'années, mais ça a commencé dès 81. Et puis, ça a continué plus de 10 ans quand même. Oui. Jusqu'à ta retraite, à peu près. Oui, enfin, j'étais pour rien, moi, à la fin. On te remercie beaucoup de nous avoir fait partager cette radio, prémisse des radios à Rennes et aux alentours. Radio Laser, je pense, sera très content d'entendre ça. La semaine prochaine, Madi nous parlera de la 3e ou 4e ou 5e ou 10e partie de sa vie quand elle est à la retraite, parce qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de vie, Madi Pierret.